Je voulais commencer en m'excusant du caractère un peu théorique et abstrait de mon intervention. Alors, j'avais une deuxième excuse, une deuxième à vous demander, qui était de bien comprendre que c'est une forme d'hypothèse. C'est-à-dire que je voudrais explorer le concept de processus tel que Marx l'utilise en rapport à la transformation sociale pour y chercher une forme de lecture et une explication. Comme je l'ai précisé dans le petit texte de présentation, il s'agit d'interroger la transformation sociale à partir du concept marxiste de processus. Alors, ça veut dire, ça suppose tout d'abord qu'il y a un concept marxiste de processus. En tout cas, que Marx ne se borne pas à reprendre le concept hegelien de processus. Chez Hegel, le concept de processus est utilisé, je crois, avec des significations et des conséquences différentes dans deux domaines différents. La philosophie de la nature et la philosophie de l'histoire. Dans la philosophie de la nature, la notion de processus désigne en fait l'objet étudié, du processus chimique pour la matière jusqu'à la croissance de la plante, puis la vie animale, etc. La notion de processus désigne l'objet étudié en tant qu'il s'agit d'analyser cet objet, de le décomposer en ses éléments, dans la mesure où ces éléments doivent former une unité. Le processus, ça veut dire alors penser une diversité comme une unité, une diversité ou une pluralité composée, comme le dit parfois Hegel, d'éléments, je cite, divers mais non opposés. Fin de citation. Je comprends alors ces éléments non opposés au sens où ils forment, où ils composent, posés ensemble, c'est pas le sens du temps français, mais c'est utile de l'orthographier avec un tiret, ils composent donc ces éléments l'unité de l'objet étudié, analysé, décomposé. Donc le processus, là, il désigne bien une entité existante, il a une visée ontologique, il est aussi méthodologique, il peut être déployé temporellement, mais dans la philosophie de la nature, le déroulement temporel n'est pas constitutif. Et je dis ça parce que je pense au deuxième champ d'application du concept, à l'histoire. Par rapport à l'histoire, il faut dire que dans la philosophie de la nature, le mouvement de constitution de l'objet étudié ne se déroule pas nécessairement le long du temps, mais peut être le fait de relations coexistantes et simultanées. J'étais un peu long là-dessus parce que le sens de la notion de processus dans la philosophie hegelienne de la nature est plus proche, je pense, du sens marxiste de processus, en tout cas de celui que je vais utiliser pour essayer d'expliquer la transformation. Ce sens hegelien du processus est plus proche du sens marxiste que ne l'est le sens du même concept dans la philosophie hegelienne de l'histoire. Dans la philosophie hegelienne de l'histoire, le processus ne désigne plus, me semble-t-il, l'objet étudié, telle époque, tel peuple ou tel état, ni même la façon dont l'objet étudié s'insère dans la temporalité constituante de l'histoire. Le processus désigne la totalité du développement historique. Et le fait qu'on puisse interpréter les étapes du développement historique comme moment d'un processus global marque plutôt la limite de chacune de ces étapes, qu'au lieu d'en souligner les possibilités de développement. Autrement dit, le concept de processus comprend bien chez Hegel l'idée organique d'un tout qui se produit lui-même, mais en matière d'histoire et de société humaine, le seul véritable tout est celui que compose chacune des parties et qui sera l'absolue totalité ayant parcouru tous les moments possibles. Voilà. Et ici, la forme unitaire du temps historique dépossède chaque moment particulier de sa puissance d'innovation. Chez Marx, donc, ce n'est pas, me semble-t-il, le déroulement temporel du processus qui prévaut, l'aspect procession du procès, si vous voulez, mais un sens de processus plus proche de la philosophie hegelienne de la nature que de la philosophie hegelienne de l'histoire. Le processus marxiste, c'est la composition d'une totalité à partir d'un ensemble de conditions, et c'est la célèbre définition marxiste du processus en bas du chapitre 5 ou 7 du livre 1, le mot procès exprime un développement considéré dans l'ensemble de ses conditions réelles. Fin de citation. Alors ici, le déroulement temporel n'est pas abandonné, mais il est subordonné aux possibilités de transformation inscrites dans la composition même de chaque époque. Et pas l'inverse, c'est-à-dire que l'époque ne se définit pas comme une station dans le développement du tout. Vous comprenez ? Il
il y a quelque chose qui va relever de la particularité de chaque époque pour savoir ce qui peut sortir d'elle. On ne va pas pouvoir dire a priori que parce qu'elle est là, elle signifie ça, son essence est celle-là, et elle s'arrêtera à ce moment-là. Voilà. Donc, pour une conception matérialiste de l'histoire, chaque époque recèle en la spécificité de l'ensemble de ses déterminations. C'est possible comme condition, c'est propre possible comme condition du développement réel. Et c'est pour cela que le concept de processus est marxiste, hein, parce qu'il relie la compréhension et la transformation. Hein. La compréhension, c'est la définition d'une époque par l'ensemble de ses éléments, c'est-à-dire aussi par ce qui les rapporte l'un à l'autre, par le principe structurant, hein, et donc aussi tout à la fois ce qui fait d'effet d'une époque, ce qui la constitue, et qui peut donc être à l'origine des changements plus ou moins bouleversants dans la composition des éléments. Dans les textes de Marx, le concept de processus comme totalité en mouvement, totalité constituée par le mouvement qui rapporte ses parties ou ses éléments les uns aux autres, hein, ce processus apparaît tout d'abord entre la pensée et l'action. Dans le célèbre texte de l'idéologie allemande sur la Camera Obscura, texte qu'on utilise pour présenter la notion d'idéologie, ce texte est aussi et peut-être surtout un manifeste défendant en l'illustrant le matérialisme dialectique. Le lien, c'est un terme important, entre la pensée et l'action, y est présenté comme un processus dont la compréhension par le matérialisme est condition de la transformation, alors que sa mécompréhension par l'idéalisme ne peut qu'entraîner que sa reproduction. Appliqué à l'histoire, il va donc s'agir de comprendre comment chaque société ou mode de production, étant elle-même ou lui-même un processus, prend place dans l'histoire, c'est-à-dire s'insère entre les processus existants, entre la décomposition des uns et la constitution progressive des autres. L'acception logique, mon co-conférencier dirait synchronique, l'acception logique du terme de procès au processus, si fréquent dans le Capital au sens large du Grundrisse à la traduction française, l'acception logique du terme de procès au processus, à propos de la décomposition du capital en ses éléments, procès de circulation, de production, de coproduction. L'acception logique n'est pas dissociable de la possibilité réelle de constitution d'un tel processus, moi on dirait diachronique, c'est-à-dire de la réunion et de l'articulation effective de l'ensemble de ces éléments. C'est les fameux présupposés posés, sans cesse reproduits du capitalisme, indépendance individuelle produite par la destruction des liens sociaux, indépendance qui va de pair avec la dépossession de tout moyen d'existence propre pour que le travailleur libre ne puisse plus que se vendre, et la concurrence, la concentration de la richesse, etc. Donc, comprendre une société ou formation sociale veut dire déterminer quels éléments essentiels s'articulent pour composer son unité, et donc aussi quand et comment cette société apparaît, se constitue progressivement dans et contre une autre, et donc aussi quand et comment une société disparaît, se dissolve progressivement. On peut donc se tourner vers le concept de processus pour demander au marxisme de nous expliquer la transformation sociale. Deuxième moment, l'exemple. Vous savez, le passage d'un mode de production à un autre, le plus étudié par Marx, c'est celui du féodalisme au capitalisme. Et c'est là qu'on retrouve la plus célèbre application de la notion marxiste de processus à la transformation sociale. C'est lorsque Marx reprend, dans le dernier chapitre du livre 1 du Capital, les acquis des réflexions de 1944 sur la question juive, c'est le fameux « l'ordre économique capitaliste est sorti des entrailles de l'ordre économique féodal, la dissolution de l'un a dégagé les éléments constitutifs de l'autre ». Le terme de processus n'apparaît pas dans cette citation, il est présent dans son contexte immédiat, moins comme procès de la production capitaliste féodale, mais comme procès de séparation du travailleur avec les moyens de production, repris dans toute la fin du Capital. Il s'agit d'une connexion entre plusieurs processus, dont certains sont en train de se défaire, donc de se dissoudre, Auflösung, mais aussi de se résoudre, même terme, de trouver la solution de leur contradiction, et d'autres processus ne sont pas encore constitués. En 1844, les éléments en question, ou les composants dans l'édition Ben Saïd, ça désignait l'individu isolé et égoïste d'une part, et la structure politique de la société civile féodale de l'autre. Ces éléments comme tels, donc leur existence séparée aussi, comme éléments, provenaient de la dissolution de la société civile féodale, où tout était immédiatement politique, parce que le pouvoir auquel chacun pouvait ou non participer lui était attribué en fonction de son activité professionnelle dans son groupe social. Je vais vite, c'est connu. Voilà. En 1867, ces éléments sont les composants d'un processus qui est d'abord surtout économique. On retrouve l'individu isolé, mais l'autre composante, ce n'est plus le politique, ce sont les moyens de travail. Que les éléments de la nouvelle société soient issus de la dissolution de l'ancienne
Ça souligne d'abord une continuité historique, hein, celle du processus de séparation-dissolution de l'ancienne société, qui est en même temps processus de constitution de la société nouvelle. Marx résout donc la question de la transition d'un mode de production à un autre au niveau des éléments. Il s'agit de discerner, dans le déchirement des entrailles de l'ancienne société, les prémices, par exemple la subsomption formelle, le développement du capital-argent, discerner les prémices de ce qui sera plus tard le procès de fonctionnement capitaliste et qui s'affirmera pleinement avec le machinisme industriel. Sans donc être totalement explicable par la logique propre du processus capitaliste. Ça va. Qui ne se montrera qu'avec le développement de la grande industrie et de la séparation totale du capital et du travail. La transition s'explique néanmoins parce que le processus de dissolution peut se lire comme un processus de constitution, c'est-à-dire en cherchant à éviter la facilité d'une rétrospective, parce que les éléments dégagés ou libérés se rapportent nécessairement les uns aux autres. Ainsi, le paysan dépouillé de sa terre ne peut que vendre sa force de travail aux marchands devenus capitalistes. Bon. En somme, la dissolution d'une société, l'épuisement de ses contradictions, ou le fait qu'elle ne puisse plus se reproduire, libère les éléments, c'est-à-dire relâche le lien qui les unissait à d'autres dans la structure en dissolution. Mais ce relâchement ou cette libération, ça ne suffit pas. Pour que ce relâchement, ce processus de dissolution puisse être en même temps processus de constitution, il faut que les éléments se rapportent d'une manière nouvelle les uns aux autres. Alors, on peut avoir, effectivement, transformation sociale. Il y a en fait comme un processus qui est à la fois l'un et l'autre, sans être vraiment ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas un moment plus grand qui englobe les deux sociétés, l'ancienne et la nouvelle. C'est à la fois d'un côté l'une et l'autre, et de l'autre côté ni l'une ni l'autre. Chaque élément peut être pensé au sein d'une société, puis au sein de l'autre. Le cerf fugitif, je parlais trop vite, je suis épuisé. Le cerf fugitif de l'idéologie allemande, par exemple, le cerf fugitif donc, qui quitte le domaine de son seigneur, qui trouve refuge dans les corporations des villes, tout d'abord, il n'indique qu'une recomposition immédiate de la société féodale. Le simple développement de l'artisanat urbain, comme dit Marx, dans une société par ordre. C'est une corporation de plus. Voilà. On a à peine là un processus de dissolution. Ce n'est qu'ensuite, regroupé avec le développement du capital-argent de la manufacture, que cet artisanat urbain devient un élément de la société capitaliste. L'accumulation d'éléments doit pouvoir s'engrener en un processus nouveau pour faire de la simple évolution d'une société l'amorce de sa dissolution. Les éléments doivent pouvoir s'engrener avec nécessité. C'est la possibilité d'un tel engrenage qui permet de lire le processus de constitution. C'est plus de mon âge. Qui permet de lire le processus de constitution dans un processus de dissolution. Autrement dit, si on n'arrive pas à saisir un engrenage, la dissolution pure n'existe pas non plus. On peut n'avoir, et je ne suis pas loin de penser que c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, on peut avoir simplement une exaspération paroxystique du principe, en l'occurrence l'exploitation. Voilà. 3 exemples, ça va être assez rapide, je vais le faire sous forme de remarques. En amont, en aval du marxisme, dans le marxisme et en amont. Ça paraît gigantesque, mais ça va être très rapide. Ces exemples paraissent être des contre-exemples, montrer que la logique du processus ne marche pas, et en fait ça marche quand même. Premier exemple, chez Rousseau, 18e siècle, on a quelque chose qui implique la réunion d'éléments pour que le législateur réussisse son coup, si je peux dire. Les lois et les mœurs. Voilà. Le législateur rousseauiste doit absolument tenir compte des mœurs. Bon. Donc de ce point de vue-là, on a nos éléments qui sont réunis pour qu'un processus devienne constitutif. Bon. Le problème, alors, et c'est là que ça peut faire échec au processus, je suis vraiment essoufflé. Le problème, c'est on ne peut pas avoir de bonnes lois sans avoir de bonnes mœurs. Donc il faut avoir les deux d'un coup. Voilà. D'où la figure extraordinaire de ce législateur. Extraordinaire parce qu'il édicte de bonnes lois, et que les bonnes mœurs n'étant pas encore là, il va faire appel aux dieux pour qu'on les respecte. Voilà.
Mais ce qui met en cause la logique du processus, c'est que là, il faudrait tous les éléments d'un coup. Donc, on suppose en quelque sorte la transformation achevée et le législateur est celui qui fait exister l'avenir. Il y a donc du coup rupture de la continuité historique dans la pensée de la transformation sociale au XVIIIe. Donc apparemment, on conserve la logique du processus, mais elle est mise en échec. Rupture de la continuité historique. Chez Marx, dépassement du capitalisme. En un sens, il y a aussi rupture de la continuité historique. Tout le monde sait bien, de l'idéologie allemande, que quand le communisme doit être installé, il faut renverser tous les rapports de production existants. Renversement total. Brutalité, violence, instantanéité de la révolution. C'est beaucoup trop. Donc, ici aussi, on aurait peut-être une mise en cause de la logique du processus. Mais, en fait, elle se maintient. Elle se maintient parce que la brutalité, l'instantanéité de la révolution prolétarienne peut être comprise comme conséquence du fait que les principaux éléments du nouveau mode de production sont présents, face à face. En quelque sorte, l'instantanéité de la révolution, elle se déduit de la simplicité logique de la réunion des éléments en présence. Si je peux dire, ils sont face à face, ils sont faits l'un pour l'autre. Les moyens de production transformés par le mode de production capitaliste lui-même en mode de production sociale, et le prolétariat. C'est pour ça que Marx peut décrire, chapitre 24, allemand, le passage au capitalisme, le dépassement du capitalisme, comme plus simple que l'instauration du capitalisme. Le passage du capitalisme au communisme est plus simple, dit-il, dans ce chapitre 24. Bon. Donc ce qui paraissait infirmer la logique du processus par la rupture, par la brutalité du renversement, confirme en fait la logique du processus. Les éléments sont présents, et c'est la force même de leur attraction réciproque qui fait la nécessité de la révolution prolétarienne. Ces éléments présents, ils sont produits par le processus de production capitaliste. Là, on aurait bien un processus de constitution qui serait l'autre face d'un processus de dissolution. Troisième et dernière remarque, en aval, pardon, l'entreprise latino-américaine. Aujourd'hui, la transformation du monde, elle est plus perçue sur le mode, elle est globalement, elle n'est plus perçue sur le mode d'une révolution, étant entendu que le sens du mot évolue, donc il se diversifie pour le monde. Mais enfin, la révolution progressiste n'est plus perçue comme bouleversement instantané. Ce à quoi on assiste, et qui paraît une nouvelle fois contredire la logique du processus, je pense à toutes les évolutions radicales du continent sud-américain, c'est moins la cassure temporelle entre deux formations sociales s'excluant l'une l'autre que la juxtaposition spatiale des deux formations. On a d'une part une exploitation au moins marchande, sinon capitaliste, des ressources naturelles, et d'autre part l'existence de fait de structures communautaires qui sont historiquement liées donc, à ces normes de pauvres issues du colonialisme, et qui va être consolidée par l'idéologie communautaire issue de la théologie de la libération et le retrait des thématiques de la prise du pouvoir d'État. Je ne pense pas seulement à Holloway, c'est assez général. On va avoir donc constitution, à côté d'une économie au moins marchande, constitution d'une nouvelle économie solidaire sur une base communautaire et progressiste. Bon, autrement dit, ce qu'on nous donne à voir, c'est la coexistence de deux sociétés, capitalistes et solidaires, au lieu de la dissolution de l'une et de la constitution de l'autre. Mais, vous voyez qu'à chaque fois, j'essaie de montrer que la logique du processus ressuscite ou ressurgit, qu'elle peut toujours être là, mais qu'il faut l'investir, parce qu'elle est un peu trop générale, mais après tout, c'est notre travail de philosophe que de rechercher des concepts généraux. On peut peut-être aussi penser que c'est peut-être là la solution sud-américaine. La coexistence même des deux types de sociétés permet de construire la société nouvelle, à condition, mais là il faut l'intervention, le catalyseur du pouvoir économique et militaire, de détourner, de réutiliser une part des bénéfices du marché. Alors, pourquoi la logique du processus se confirmerait ici? Parce que la réponse possible dans le continent sud-américain
par le poids de l'idéologie progressiste, théologie de la libération notamment, elle s'appuie sur ce qui en fait constitue, mais là-bas de façon plus marquée qu'ailleurs peut-être, un élément de l'exaspération du principe de l'exploitation capitaliste, c'est-à-dire cette énorme masse de pauvres que nous ne connaissons pas en Europe. Voilà. Autrement dit, en un certain sens, la forme d'économie mise en place par les gouvernements progressistes d'Amérique latine, qui cherchent à mettre en place cette économie solidaire et communautaire, elle viendrait répondre à la misère mondiale produite par l'exaspération du capitalisme lui-même. On pourrait retrouver la logique du processus, à condition de bien comprendre que la misère mondiale n'est dissolution, ne peut être lue comme dissolution-constitution, que si une autre économie solidaire est constituée à partir d'elle. Autrement dit, il n'y a dissolution s'il y a en même temps constitution. Sinon, il y a perpétuation, exaspération paroxystique du principe du mode de production existant, c'est-à-dire en l'occurrence l'exploitation. Ça doit renforcer normalement la perspective militante. Bon, j'arrête, merci.